مسخير عليكم. soyez tous les bienvenus. نرحب بكل الحاضرين، بالزملاء، بالاصدقاء، بالباحثين. راني نشوف اصدقاء كثير هنايا باحثين، مرحبا بكم. اليوم رانا 15 في شهر رمضان المبارك. رانا في 8 ماي. C'est une journée historique. C'est une journée qui ne doit pas passer inaperçue. Salam alaikum, bonjour, Kalimera, good morning. C'est encore une fois bravo donc, pour la culture algérienne et méditerranéenne. L'espace archéologique des mausolées royaux amazirs ou numides de l'Algérie depuis le 4e au moins avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du 1er siècle de l'archéologie à la mise en valeur est un sujet quand même qui reste très vaste, délicat et complexe. Je vais faire juste une petite synthèse et aborder un peu le sujet avec, si vous voulez, les différents travaux et mes propres observations que j'ai fait sur les quatre monuments. Des mausolées tumuli ou basina, temples circulaires connus depuis la préhistoire, se retrouvent partout en Afrique du Nord. Je me contenterai seulement de vous exposer quelques réflexions sur les 4 célèbres majestueux mausolées. Vous voyez cette carte, on voit au Maroc celui de Rour qui est plus tardif, et celui de Jeddah. J'ai mis cela juste pour représenter un peu les différents monuments, mais je parlerai que ceux qui sont en Algérie. Et cela, c'est l'opportunité pour certains, pour l'instant plus que d'autres, d'apporter des réflexions sur ce sujet. Le problème, c'est qu'on connaît, comme a dit M. Mounir Bouchnari, d'ailleurs je profite de l'occasion pour rappeler à Mounir que lors de l'exposition des Numides, je ne sais pas s'il y avait un rebelle à Cherchell qui a posé des problèmes, qui a refusé à ce que les pièces archéologiques, les statues de Cherchell sortent de Cherchell sans qu'on ait les différents éléments. Bref. Elle se trouve donc, ces basinas, ces tumuli, se trouvent un peu partout. Il y a celui de Koucha, de Fedjel Koucha, à côté de Négrine, les Jeddah, comme on avait dit. Et alors, sur cette seconde carte, on voit les territoires partagés de l'Afrique du Nord antique, avec les principales villes et les emplacements des 4 tombeaux royaux donc, qui nous intéressent aujourd'hui. 2 sont en forme de pyramide circulaire et les autres sont plutôt turiformes. Les circulaires sont le Medrassen et celui de Tipaza, celui qu'on appelle le roi des rois mauritaniens. Et les 2 turiformes, celui de Siga et celui de Khroub. Avant cela, j'aimerais quand même dire quelques mots sur les rois numides, enfin juste un peu j'ai mis les cartes pour que les gens se repèrent, ceux qui ne connaissent pas, il y en a beaucoup qui connaissent tout ça, et j'ai mis les principaux rois numides, la liste que vous voyez ici. Alors ce mausolée se trouve à côté de Batna. C'est un mausolée pyramidal, tout le monde le sait, ça, donc qui ressemble beaucoup à celui de Tipaza. Et je voudrais vous parler ici de quelques aspects des investigations archéologiques de 2005, où on a ouvert un chantier au Medrassen
dans le cadre d'une opération de coopération entre l'Algérie et l'Union européenne. Et j'étais chargé de faire des investigations sur ce site qui consistait surtout à questionner un peu le monument et voir les fondations et faire une investigation archéologique au niveau de la galerie qui menait à la chambre que nous verrons tout à l'heure. Il y avait un encadrement, on était 4 personnes, vous les voyez, et rapidement, les choses ont changé. On a été rejoint très vite par l'université. Dès que j'en ai parlé aux responsables de l'université, aux amis du Medrasen, à Shafir Bourala, le directeur de Tazoult, ils ont tout de suite été très enthousiastes et quelques jours après, on a créé un chantier école, un petit chantier école, très modeste. Je vous montre ici l'intervention, les acteurs et bénéficiaires, les membres de l'équipe. On est devenus 35 après avec des diplômés en master d'archéologie, des étudiants en master et des participants des organismes comme l'OGBC de Tazoult, la DCW qui nous a envoyé un architecte et une archéologue, et les visites. Il y a eu un enthousiasme incroyable dans cette partie de l'Algérie. Je n'ai pratiquement jamais vu ça. Je l'ai vu une fois en Grèce en 1977, je crois, lorsqu'on a découvert le tombeau de Philippe II de Macédoine. Le professeur Andronikos l'avait découvert et j'étais étudiant à l'époque et j'ai participé à cette découverte et il y a eu un monde fou. Là, nous avons reçu les gens, d'abord les locaux, c'était le maire de Boumia, le chef de Daïra, les associations, plusieurs associations, dont les Amis des Médracènes, qui nous ont donné un très grand coup de main pour finir ces travaux. Il y a aussi la visite du Wali, du ministre, de la direction du programme, dont M. Balalou, qui en était responsable, et son équipe. Pour commencer le travail, nous avons organisé le chantier en 4 zones et nous avons effectué 4 sondages et nettoyé toute la superficie que vous voyez ici autour du tombeau. On a fait un petit nettoyage archéologique et nettoyé une structure que j'ai appelée la structure A, qui est en dessous de l'entrée principale du tombeau vers la galerie et la chambre funéraire ici. Et donc, je vais vous passer rapidement les résultats, enfin quelques résultats. Ici, c'est la fameuse chambre dont je vous parlais qui se trouve à ce niveau-là, au niveau du tombeau, pardon. Vous voyez ici l'état dans lequel elle était quand on est arrivé. On a commencé à travailler dessus. Et il y a eu plusieurs choses. Il y a des choses qui ont été découvertes avant, hein. C'était déjà fouillé. Mais je porte quelques remarques. C'est qu'au fond, nous n'avons pas pu tout fouiller faute de temps et la façon dont était couverte cette structure, avec des échafaudages qui n'étaient pas très sûrs, un dallage ici, et surtout, on voyait qu'il y a un profil métallique qui a été mis ici, heureusement d'ailleurs. On voit que la chemise du tombeau, du mausolée, ici, est sur la structure A. C'est-à-dire que la structure A
a été construite avant le chemisage, si on peut appeler ça, que vous voyez ici, du tombeau. Alors, ça c'est le sondage 4, c'est ici, il se trouve ici. Et alors, quelque chose de particulier, c'est que, contrairement à Tipaza, ce tombeau a 3 portes, 3 fausses portes. Il y en a une ici, une de ce côté et l'autre quelque part là. Vous les verrez plus tard. D'ailleurs, on les voit plus tard. Voilà, donc on a ouvert le sondage et c'était déjà un sondage qui avait été déjà fait, certainement par des découvreurs de trésors. Voilà comment il était fermé. Ça devait être fin du 19e, début du 20e. Je vais vous montrer la photo. Donc, on l'a vidé ici. Et vous voyez la photo qui est de la fin du 19e, où l'on voit la même cavité ici, qui n'était pas fouillée de la même manière que, d'ailleurs, le niveau est plus haut que ce qu'on a trouvé. 2 jours de pluie, avec les étudiants, on ne va pas les laisser faire, ils ne voulaient pas rester tranquilles. On a organisé 2 jours de théorie, de la pratique, donc une organisation du chantier, les notions d'archéologie préventive, jusqu'à l'initiation à l'archéométrie, photogrammétrie, qui a été faite par M. Mustafa Mara du CNRA, un très bon élément d'ailleurs. Et voilà, donc la fiche d'enregistrement. On a commencé à travailler un peu sur le Sislat, mais vu la faible puissance, on va dire, stratigraphique, il n'était pas vraiment nécessaire d'utiliser le Sislat dans ces conditions. Et voilà, en ouvrant ici, vous voyez, en ouvrant la fausse porte, en ouvrant sous la fausse porte, il y a une cavité, un tunnel, une sorte de boyau, qui, on le voit ici sur le plan, arrivait jusqu'à un certain endroit. Ils étaient dans la bonne direction pour aller au centre. Mais je ne sais pas pourquoi, ils ont viré de gauche. Et voilà. Donc, on voit ici comment on est entré. Là, c'est le fond. Là, ce qui est intéressant aussi, deuxième point intéressant, c'est qu'il y avait sur le plafond, enfin, un creusement qui a été fait certainement pour essayer de voir où ils étaient, les chercheurs de trésors. Vous voyez, M. Balalou, même est là, il est témoin, il a vu la même chose que moi. À l'intérieur, il y a un éboulement, mais un gros vide, on va dire de 1 à 2 mètres cubes. 1 à 2 mètres cubes, oui, voilà. Voilà. Le sondage de l'autre côté, au niveau de la fausse porte ici, donc il y a la première fausse porte qui est là, l'autre elle est là, et la troisième ici. Donc, les sondages ont été ouverts, même chose sous la fausse porte, une cavité, par contre, elle n'est pas la même que l'autre, une cavité que moi je suppose être un hypogée. Enfin, je ne suppose pas, c'est un hypogée, parce que hypogée vient du mot grec qui veut dire souterrain. Donc, ça peut être un creusement souterrain, une cavité souterraine. C'est après qu'en archéologie, c'est devenu, on va dire, une cavité où on mettait des défunts. Voilà ce qu'on voit. Bon, on a trouvé quelques ossements ici. Il y avait un petit tumulus, on va dire, tout petit, peut-être je ne sais pas. C'est pas des ossements d'un animal que j'ai fait voir un grand archéozoologue qui pense, certes, il a vu la photo, hein, qui pense que c'est un fennec, une monnaie qu'on n'a trouvé pas à l'intérieur, mais dans le creusement, si je reviens ici, dans cette partie-là, parce que le creusement arrivait jusque-là,
Et nous, on a un peu élargi d'un côté et de l'autre. Donc, on l'a trouvé dans ce niveau-là. Voilà. Et une pièce de monnaie vue par notre grande spécialiste Amel Soltani de la numismatique, qui est pratiquement illisible, mais elle la daterait entre le second et le quatrième, si je me rappelle bien, après Jésus-Christ. Le sondage 3, ça vous voyez ici la restauration faite par les Italiens dans les années 70 avec M. Munir Gushnati, qui est présent avec nous. On a fait 2 petits sondages. L'un devant la porte. Non, c'est pas la porte ici. Alors, on a fait 2 sondages. En ouvrant le premier, on est tombé sur une grosse fosse, ici, et une toute petite à côté. Ça m'a beaucoup intrigué. Il n'y avait aucun mobilier. Bon, au début, on posait peut-être un trou de poteau ici. Et sur le second sondage, un peu plus loin, 2 autres petites. Alors, les fosses là, moi, je pense que c'est des trous de poteau. Et certainement, il faut vérifier ça, il faut regarder plus loin, etc., que ça peut être les échafaudages pour monter les blocs, c'est-à-dire la partie construction, la phase construction du monument. La galerie, on nous a demandé d'explorer la galerie, maintenant la chambre, mais je vous dis, c'est très très difficile d'y rester. L'animateur, ouais. Est-ce que vous me voyez? Oui, c'est bon, allez-y. Très difficile, très dangereuse. Ici l'entrée, le couloir, on peut rarement y rester une demi-heure. On voit ici des poutres de chêne, ouais, de chêne. Il y en a qui sont il y en a un qui est brûlé, il y en a d'autres aussi. C'est certainement des gens, comme dit Camps, qui ont mis le feu pour se réchauffer. On a pris quand même sur une poutre avec notre collègue qu'il existe un laboratoire d'études et de datation des bois, je ne sais plus comment il s'appelle. Elle travaille avec l'Université des États-Unis dans un laboratoire spécialisé. Et dans la chambre funéraire, il y avait un gros bloc où on remarque un enduit et un enduit peint sur le bloc. Je n'ai pas voulu montrer les autres photos parce que c'est tellement horrible que... Alors, je voudrais parler d'un autre point, ce sont les fondations. On voit que les fondations, ici, à côté des trous de poteaux, il n'y a qu'une seule assise de fondation. D'ailleurs, on voit le niveau d'occupation qui devait être là. On le voit bien ici. Il y a l'assise et ensuite la colonnade qui commence. Au sud-est, au niveau de la porte sud-est, il y en a 2 des assises et au nord-est, il y en a 3. Là, je voulais vous montrer juste un détail, un niveau qui contient de la chaux, du plâtre, je pense que c'est de la chaux. On le voit bien ici en blanc, qui est pratiquement un peu au-dessus de la croûte rocheuse, qui est dans toute la zone que vous voyez. Alors, les fondations, voilà, j'ai fait un schéma de dénivelé. De toute façon, tous ces résultats seront publiés prochainement. Un dénivelé, donc on voit que ici, au sud,
il est à 0, il y a 80 cm de dénivelé. Un autre détail, c'est l'utilisation de la chaux ou du plâtre, mais moi je pense que c'est de la chaux, elle est là, à ce niveau-là, au niveau de la structure A que je vous ai montré au début. On le voit ici, et sur cette photo, c'est toute cette partie-là. Et voilà, la remise en état et la protection des sondages sur les 4 zones ont été réalisées, comme tout archéologue qui se respecte. Nous avons acheté du plastique, du gros plastique. J'ai mis en double et on l'a recouvert ici. Nous avons mis des cailloux pour bien marquer la partie que nous avions fouillée, c'est-à-dire que... Et ensuite, nous avons enterré l'ensemble du sondage. Nous faisons ça aussi pour permettre aux gens qui viendront fouiller dans 1 an, 10 ans, 100 ans, enfin 50 ans, j'espère avant, que la fouille était arrêtée à ce niveau-là. Ils rencontreront quelque part ces cailloux et ces plastiques et ils comprendront que nous sommes arrivés à ce niveau-là. Imedrasen, fin du 19e, le Medrasen. Le mausolée des rois de Mauritanie, fin du 19e. Il était en meilleur état. On voit leur état au début du 21e siècle. Et je voudrais vous parler de ce... Il y a une chose que j'ai oubliée qui m'a frappé pour le mausolée du Khroub, c'est que il y a un couple de mariés avec leurs copains et leur famille qui sont venus au Medrasen prendre une photo. Il paraît que ça arrive, enfin, je ne sais pas si ça se fait tout le temps, mais ils étaient venus pour prendre ces photos. Voilà donc le mausolée royal aujourd'hui. Et je voulais vous parler de la restauration et de la restitution, par exemple, pour ce mausolée. En 1902-1940, ils n'avaient aucun moyen. Ils faisaient regardez le levage de couronnement de la porte, comment il se faisait, à force de bras. Et quand l'échelle n'était pas assez haute pour monter, ils montaient à force de bras. Regardez la façade en 1912 et regardez en 1930, ils ont fait du travail. Ils ont restitué, ils ont d'abord décomposé certaines parties, comme il doit être fait, et ensuite ils ont recomposé. Ils ont recomposé, restitué, restauré, etc. Anastylose. Alors, sur ce monument, il y a quelques remarques. C'est le tracé abandonné de l'assise cylindrique que vous voyez ici, que j'ai pris sur le livre de Christophe, l'architecte qui a énormément travaillé pendant plusieurs années sur ce monument. Et on voit, vous le voyez ici, le tracé qui est repris, mais en fait, il n'est pas utilisé au livre. On voit la même chose, c'est-à-dire qu'au Medrasen, vous avez l'assise ici. Là, je l'ai fait pour vous repérer, c'est l'entrée. Il y a 2 murs qui ne sont pas vraiment parallèles, mais identiques au niveau de la construction. Et là, la chambre, la structure A. Alors, là, il a tracé le premier tracé qui n'a pas été utilisé. Et au Medrasen, on voit la même chose. C'est juste schématique. L'utilisation du plâtre à Tipaza, au mausolée. On voit ici du plâtre. Alors, Christophe dit du plâtre et il dit c'était fait pour restaurer. Mais il y a un questionnement parce que ici, je ne sais pas si c'est une restauration et surtout ici, je ne sais pas s'ils ont restauré le bloc, quoi. C'est peut-être un revêtement du bloc.
La même chose pour les marques de tâcherons et graffiti que vous voyez ici et qu'on retrouve aussi au mausolée du Madrasa. Les crampons utilisés sont également identiques. Ici, le crampon, on n'en a pas beaucoup du Madrasa. Celui-ci est en bois et plomb. Celui-ci est en fer, en plomb et en bois, tout seul. C'est les 4 variétés qui sont utilisées. Et c'est la même chose pratiquement au Madrasan. L'autre mausolée, nous passons au mausolée plutôt turiforme, c'est celui du Khroub, ici, que vous voyez, et qui se trouve pas très loin de Constantine, à une quinzaine de kilomètres. Ce mausolée, vous voyez une restitution ici de Ravoy en 1928, celle de Rakob dont parlait M. Bouchnaki tout à l'heure dans les années 80, et une restitution de Golvin, que vous connaissez tous, qui est un archéologue, architecte urbaniste de renom. Et la fouille qui a eu lieu par Brunel, je crois, dans le début du XXe siècle, de 1915, autour de 1915, on a découvert ces objets à l'intérieur du tombeau du Khroub. Une corne ici, un casque, l'épée, des amphores ici, dont une amphore, je crois qu'il y en a 2, une amphore rhodienne qui vient de Rhodes, totalement. Un petit médaillon avec une tête de gazelle, des bouts de lance, des lances, et d'autres objets, de la céramique, des incinérations et quelques petits ossements. Le problème que nous avons, je vous montre cette, elle est belle. Je vous parle de ça parce que pour l'instant, ni le Médrasen, pour moi, ni le Médrasen, ni le Khroub, encore moins le Médrasen, ne sont datés avec assez de précision. Et qui est le commanditaire, qui sont les commanditaires de ces tombeaux, on ne sait pas vraiment. Il y a énormément d'hypothèses, tout le monde dit des choses, mais il n'y a aucune preuve matérielle qui prouve tout ce qui est dit. Aucune preuve. Au Khroub, il y a eu des recherches, les Allemands Rüger et sa suite ont fait le travail qu'il fallait, mais c'était dans les années 70-80. Ça fait un demi-siècle. On n'avait pas le téléphone portable. On ne pouvait pas se parler comme on est en train de se parler maintenant. Et donc, il faut refaire ces études. Il faut redater, parce que la date qu'il donne et la désignation de ce tombeau, qu'on croit, ça serait le tombeau de Mikipsa, j'en doute un peu. J'en doute même fort. Alors, je vous ai montré cette photo. C'est la même chose ici. C'était une chance, c'était le jour où, avec ma nièce, qui a fait toutes les belles photos que vous voyez, on s'est retrouvé avec ces gens qui sont venus tourner autour du monument et prendre la photo de mariage avant la nuit de noces. Ça, c'est, paraît-il, c'est beaucoup plus courant au Khroub et à Constantine. On va de l'autre côté de l'Algérie, à l'ouest, vers nos amis marocains. Le mausolée du Khroub, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, il y a une erreur. Ça, c'est pas le Khroub, il y a une erreur dans la diapo. Bon, ça, c'est une photo du Khroub, une photo Google. Je voulais juste vous montrer que le mausolée est là. La ville du Khroub était à ce niveau-là, la vieille ville. Elle a grandi, elle pousse. Et là, ça, c'est ces dernières 10-20 dernières années. Bientôt, il va être englouti, entouré
En plus, il y a une petite enceinte enfin, en grillage qui l'entoure. C'est pas un grillage, mais c'est un truc en fer. Il va être complètement bouffé par les constructions. Alors que c'est tout cet espace qui doit être étudié. Ce n'est pas que le mausolée. Le mausolée n'est pas suffisant. Il y a, si on le voit même sur Google, on voit des choses. Il doit probablement y avoir des choses, des petits mausolées, des tombes, ce qu'on trouve d'ailleurs ailleurs. Et justement, on va à Siga, au mausolée de royal de Brerenan que vous voyez ici et ici de loin. C'est pas encore la même chose, mais ça viendra certainement. Alors, ce mausolée que vous voyez est turiforme. Vous voyez le relevé du mausolée avec les champs funéraires de Racob. Ici, une restitution aussi avec les chambres. Et dessous, les chambres funéraires qu'on voit ici. Celui-ci n'est pas daté non plus, réellement. Et mausolée de Sifax, j'ai du doute. Je regrette. Sifax, je ne sais pas comment ils ont fait pour la ramener de là où il est mort, pas en Afrique du Nord. Et bon, peut-être. Et il faut des recherches. Maquette de restitution de mausolée de Racom et la maquette que vous voyez qui fait un très beau monument. J'espère qu'un jour on pourra le voir avec M. Bouchnaki et tout le monde dans cet état-là. La même chose se pose. C'est un espace archéologique comme les deux autres. Ici, il y a, c'est sûr, et M. Bouchnari me l'a confirmé, puisqu'il a travaillé sur cette zone avec les Allemands, il y a des petits tumuli, peut-être aussi des tombes, mais avec une bonne prospection, une bonne étude documentaire, avec l'étude de photographie satellite, etc., on peut circonscrire toute la zone. On voit ici les blocs qui sont tout autour du monument. Et il y a Siga à côté. Je voudrais vous en parler parce que l'archéologue, quand il pense à la mise en valeur, à une étude même d'un monument ou d'une ville, il pense à son environnement autour. Et donc, je veux vous parler de Siga, qui était ici, vous le voyez, le cercle avec le relevé qu'avait fait M. Bouchnaki avec les Allemands. Je l'ai repris approximativement ici. Il est évalué, je crois, à 30 ou 40 hectares. Avec des amis de Tlemcen et d'ailleurs, nous avons fait des petites prospections comme ça en nous baladant, pas vraiment systématiques. Hein. Et on est arrivé quand même à trouver les bords, plus ou moins, de la ville, qui seraient, il faut bien sûr aller plus loin, faire des prospections systématiques et relever tous les détails qu'il peut y avoir pour savoir cela, pour confirmer. 80 hectares. Vous voyez ici, j'ai mis quelques pièces que vous pouvez voir avec une tombe qui est ouverte. Le jour où j'étais, elle était comme ça. Ça, c'est les anciennes découvertes, des fouilles de Guillemot, je crois qu'il y avait fouillé ici, et aussi des Allemands. Là, c'est une très belle cave à vin. C'est dommage, il manque le toit et tout, mais elle est à classer parce qu'elle est très belle. Et il y a le port antique de Siga. Alors, nous avons, vous voyez à droite, le mausolée avec une carrière ici. Siga, la ville, la capitale de Sifax, le roi connu de Numidie, et le port qui était utilisé. Vous voyez là, il y a la Tafna, c'est un fleuve qui était utilisé par les Numides pour aller vers la mer. Et ici, on trouve d'ailleurs des restes de quelque chose qu'il faut chercher et rechercher.
Ici, vous voyez le port qui est devenu une plage, qui était certainement une plage, qu'on appelle la Marmite. Les Oranais la connaissent, et les Tlemceniens. Et là, de l'île de Reshgoun qui se trouve ici, on voit le port. Et l'île de Reshgoun est un site archéologique abandonné. Il est bouffé par les goélands. Il y a des moments où c'est blanc. Le jour où j'étais, il y a des endroits où vous avez peur de marcher parce qu'ils sont nombreux. Il y avait un habitat ici, certainement un site archéologique ici. C'est une prospection que j'ai fait tout seul, c'est-à-dire une petite prospection en allant me promener. Je n'ai rien ramassé. Et ici, un coton avec le phare et la nécropole juste à côté. Une nécropole qui est datée du 6e siècle avant Jésus-Christ, par ceux qui ont fouillé, notamment Guillaume. Vous voyez l'île ici, la friche qui couvre l'ensemble de cette partie-là. Là, c'est rocheux. Et un habitat de ce côté-là. Alors, archéologie du bâti et restauration. On a parlé de la restauration. Je voudrais parler un peu de cette archéologie du bâti qui est nécessaire, qui est vraiment nécessaire, qui nous manquait au Médrassen. J'en ai fait, je ne suis pas vraiment un grand spécialiste, j'en ai fait sur certains chantiers en France, mais il faut absolument cette archéologie du bâti avant toute intervention. Et c'est de cette manière qu'on peut restaurer un monument, ou le restituer, ou faire une anastylose. L'architecte des monuments historiques et l'archéologue doivent travailler en concert. On voit ici, par exemple, le mausolée royal de Mauritanie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et comment il est devenu. Le mausolée du Khroub, le dessin de 1920 le montre comment il était avec tout la destruction en ruine, là, la moitié du tombeau qui était en ruine, qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait en 1915? D'ailleurs, ça a été commencé... Non, ici, c'était un archéologue. C'est au Médrassen que c'était des militaires français, je crois, c'était un colonel. La fouille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, ici, la partie que vous voyez, à peu près, sans ça, ils ont tout simplement démonté complètement le monument et ils ont ouvert parce que, en fait, le caveau était scellé par le monument. Et ils ont trouvé un petit réduit de 2/1 à peu près, avec une voûte. Donc, ils ont enlevé tout ça pour entrer. Ils ont fouillé, enfin, ils ont retiré le trésor. Et ensuite, ils ont remonté le monument, tel qu'ils l'ont trouvé ici. Et les pièces, elles sont restées éparpillées autour. Ils ont construit d'ailleurs sur certaines des blocs ne sont pas d'origine, ne sont pas du monument. Il faut de la restauration. Regardez, je voulais juste vous donner l'exemple de la restauration et la restitution des monuments de l'acropole d'Athènes en Grèce, qui font un travail gigantesque et magnifique. Il y a une pléiade d'archéologues qui travaillent avec les architectes main dans la main et qui avancent petit à petit. Ça demande, ça fait je ne sais plus combien de temps, 30 ans de travail dessus. Je vous montre aussi la technique aussi. Là, c'est des restitutions. On peut restituer sans mettre la même couleur, montrer au contraire que la restitution a été faite de ce côté-là. Et là, je voulais montrer comment ils travaillent pour refaire une énorme base ionique du Parthénon. Ils ont fait l'autre moitié pour la coller et la remettre en place. Archéologie et mise en valeur. Je voulais vous en parler pour arriver à nos conclusions.
l'espace archéologique de Siga. Le voilà, on en parlait tout à l'heure, le mausolée, Siga, le port antique, le Rajgoun. Vous avez ici Siga classé en 92. Le mausolée de Bnernan, qui est un site archéologique pour moi, c'est classé en 2014. L'île de Rajgoun n'est pas classée. Donc, je pense que ces quatre sites archéologiques, espaces archéologiques, font partie d'un ensemble qu'il faut classer et mettre en valeur. Les principales lignes directrices que je proposerai, par exemple, pour un site comme Siga, c'est celui-là. Vous voyez un trajet, par exemple, où il y aurait le mausolée, la ville de Siga, hypothétiquement, parce qu'il faut après faire des recherches, faire les limites, etc., etc. Un travail d'archéologue et d'architecte et de paysagiste et d'une équipe pluridisciplinaire. Le port, ici, et l'île de Rajgoun, avec tout ce programme d'exploitation du site ou du monument, que ce soit celui-là ou celui-là. Voilà. L'espace archéologique d'Imedrassen, il est, vous le savez, situé entre deux petites collines, une petite montagne, en plein centre, comme vous le voyez ici. Mais j'ai fait encore une fois tout seul. Jusque-là, on voit quelque chose ici, certainement l'autre. Il y a plein de traces, des petites structures certainement qui sont réunies. Là, il doit aussi y avoir quelque chose. Et des restes, peut-être celui du mur que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, c'est tout un espace. Ce n'est pas que le mausolée. Le mausolée, il est là. C'est un complexe funéraire qui fait plusieurs hectares. À la fin du 19e siècle, il y a un relevé qui a été fait par un archéologue, un militaire français. Le mausolée est là. Et là, il y a une nécropole antique. Il y avait un mur, une enceinte qui faisait tout le tour de ce côté-là. Et ces petits points noirs que vous voyez, c'est des petits mausolées qui ressemblaient, c'est les frères du Medrassen. D'ailleurs, tout l'ensemble qui doit être préservé, et la zone tampon, si on doit le classer dans la liste du patrimoine mondial, elle devrait arriver au moins jusque-là, c'est-à-dire le mausolée et le lac Sakhret Djendli, que les Batnéens connaissent, les Chaouis connaissent très bien, qui s'appelait dans l'Antiquité Lacus Regius, le lac des rois, le lac royal. Donc il a certainement une relation avec, il est à peu près à 5-6 km du mausolée. Boumia, c'est la mairie de la commune qui gère le mausolée, et le Madr, qui est une daïra, où il y a des restes. Allô? 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 Est-ce que vous m'entendez? Bon, je continue. Le Ma'del, qui est un site archéologique aussi, il y a plein de restes, des chapiteaux, des murs, qui sont d'ailleurs, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, maintenant que je connais les gens de la région, qui sont très bien conservés. On n'a pas besoin d'aller faire quoi que ce soit là-bas. On peut fouiller ou faire des prospections pour situer le site archéologique, mais c'est très très bien sauvegardé. Je les félicite d'ailleurs. Et l'archéologie, avec la protection du patrimoine, c'est l'établissement d'une carte archéologique diachronique informatisée de son espace, sous forme, par exemple, d'un système d'information géographique. Il y a des Algériens qui gèrent très bien ce système. Je connais Khalef, par exemple, qui connaît. Délimitation de l'ensemble du territoire ayant une cohérence avec le monument, pour les 4 monuments. Et une recherche archéologique planifiée et ciblée pour mieux connaître le monument et son contexte proche.
Alors, la planification de l'archéologie, on va tout droit vers l'archéologie préventive. Il y a des préalables que vous voyez ici. Elle a aussi des étapes, c'est-à-dire une prescription archéologique de diagnostic, le diagnostic ou étude d'impact. La prescription peut être seulement une étude documentaire. La fouille ou l'étude de bâti, le traitement, l'étude de l'archivage conservatoire des données mobilières et des biens mobiliers, bien sûr, et l'obligation finale, comme disait Monsieur de Sahnouni, rendre un rapport scientifique des travaux pour le diagnostic, pour la fouille ou l'étude du bâti. S'il n'y a pas de rapport scientifique, il n'y a pas donc de mémoire, et ainsi pas de site archéologique. Je vais regarder où j'en suis. Il faut que j'aille vite. Étape de l'opération archéologie préventive, c'est l'état des connaissances, la prescription archéologique, qui a été la première phase, le diagnostic ou l'étude d'impact, détecter des sites potentiels, la prescription archéologique, c'est la deuxième phase, la fouille ou l'étude du bâti, le traitement de l'archivage des données et bien sûr le rendu du rapport scientifique. Je vous donne un exemple de diagnostic, l'évaluation par prospection prédestre. Vous avez les moyens humains pour 100 hectares. Il faut 14 jours à 2 archéologues. Il ne faut pas beaucoup de choses. Hein. Réalisation du rapport, avec le lavage du mobilier là et la réalisation, etc., 30 jours. C'est-à-dire que l'ensemble, vous voyez les photos ici, même logistique, c'est rien du tout. Le volume total jour-homme pour 100 hectares, terrain plus rapport, est de 60 jours environ. Et il faut un véhicule, un GPS, des crayons, etc. Alors là, il faut justement, l'archéologie préventive facilite les choses avec les aménageurs. Il faut qu'on arrive à concilier dans tous les pays de Méditerranée, en Algérie, au Maroc, etc., en Tunisie, concilier entre les constructeurs et l'archéologie. L'objectif est le démarrage du travaux. Et dès la fin des recherches, mais respecter les délais. C'est-à-dire que vous avez le rapport, vous avez le chantier 2 ans avant le début de la construction. On vous dit dans 2 ans on le veut, ou 1 an et 9 mois, vous remettez le terrain. Sauf si vous trouvez le tombeau de Juba II, par exemple. Un exemple d'archéologie préventive sur une infrastructure ferroviaire à grande vitesse, en contexte méditerranéen, c'est l'exemple de la France, par exemple, que je connais bien, puisque j'y ai travaillé pendant 25 ans dans l'archéologie préventive. Une longueur de 25, vous pouvez le lire, hein, c'est une opération qui est déclenchée. Et je vous donne par exemple, il y a 2500 sondages qui ont été faits sur les 250 km, et regardez le nombre d'indices archéologiques, de sites, et la répartition chronologique de ces sites. Il y en a eu près d'une centaine. Le budget de l'intervention est pris justement en France et même dans d'autres pays, en Angleterre, en Allemagne, par le maître d'ouvrage. Et ça, environ 0,6% du coût général de la ligne. Vous imaginez 0,6% de la construction de l'autoroute maghrébine. Ça fait des milliards pour les archéologues. C'est-à-dire travailler dans la sérénité, avoir les moyens qu'il faut et finir son travail. L'exemple au Maghreb, je voudrais de l'expérience, il y a eu une expérience quand même. Vous voyez ici, en 2003, il y avait l'année de l'Algérie en France. J'avais proposé un sujet Sauver Cherchel à Saoudi, qui s'occupait de l'année de l'Algérie en France, et notre ami Khalifa Abdou. Ils ont tout de suite accordé le projet. L'idée, c'était de faire de la théorie, et ensuite de la théorie de la pratique, et ensuite de la pratique de la théorie. C'est-à-dire prendre une équipe d'archéologues algériens, les ramener en France, ils fouillent en binôme avec les chefs d'opération de l'archéologie préventive, des chantiers,
Et ensuite, ils reviennent en Algérie. On fait une opération où là, on va les aider, participer avec eux. Ce n'est pas nous qui faisons leur travail. Et ensuite, l'étude du mobilier, la rédaction du rapport se fait à moitié à Alger et à moitié en France. C'est ce qui s'est fait. Il y a eu un rapport qui a été publié. En 2004, il y a eu une rencontre que j'ai eu l'honneur de porter de ce projet, la rencontre maghrébine sur l'archéologie préventive sous l'égide de l'UNESCO. Mounir est au courant, puisque j'ai été le voir en tapant à sa porte et en lui disant il faut qu'on fasse quelque chose pour le Maghreb et faire une coopération avec l'archéologie préventive. Et donc, on a avancé et on a fait une rencontre qui s'est déroulée à Alger. Et les actes, d'ailleurs, se trouvent sur le site de l'UNESCO. En 2005-2007, il y a une mise en application des recommandations de ces actes et la sensibilisation à l'archéologie préventive à Alger, Rabat, Mohammedia, Tlemcen et Constantine d'ailleurs. On a fait des stages de 2 mois en archéologie préventive au profit des archéologues maghrébins. Il y avait 5 Algériens, 2 Marocains, 3 Mauritaniens, 2 Tunisiens. Vous les voyez ici à votre droite, quelques photos. Et à l'université Boufarik, à Abou Bakr Belkaïd, on a organisé un colloque ainsi que de formation pratique. En 2007-2008, c'est-à-dire quelques années plus tard, une année après, une opération d'archéologie préventive sur le tronçon de l'autoroute Fès-Taza, Maroc, qui partait du montage de dossier au rapport scientifique. D'ailleurs, je dois signaler qu'au Maroc, ce n'était pas la première opération d'archéologie préventive, puisque notre ami Omar Akaraz avait déjà fait une opération, je crois, du côté de Tanger, sur le tracé de l'autoroute, où il a découvert des moulins à huile, etc. Il me semble, hein, s'il est là, il peut me corriger. Sauver Cherchel, l'Algérie, je voudrais permettez-moi, mes amis, de rendre hommage à Abbassi Abdel Jabbar, chef de département de débat, qui est mort très jeune, qui était chercheur. C'est le premier archéologue algérien spécialisé dans l'archéologie préventive. Le premier. Le projet, il l'a soutenu Sauvé Cherchel à bout de bras aussi. Il est allé jusqu'au bout. Et M. Gessab aussi, Abdelkader Gessab, qui était directeur, a favorisé l'ensemble du projet et nous sommes arrivés à faire un sondage à Cherchel parce qu'on prévoyait de faire une construction sur le terrain dit Marcadal, ici du côté de l'ouest de la ville de Césarée. Vous voyez ici le tracé du cirque de Césarée. Et donc, il y a eu la formation, ensuite le diagnostic à Cherchel. On prévoyait de construire je ne sais plus si c'était des impôts. On a fait des tranchées et on a découvert des bâtiments, des canalisations et une datation qui va un peu avant Juba. Le post-fouille qui se fait après, donc les traitements des données, comme je vous ai dit à Alger. Vous voyez, le traitement du mobilier, la consolidation, l'étude des données d'enregistrement, c'est Abbassi d'ailleurs qui est là. Et à l'UNESCO, la rencontre d'Alger, à Dalé, en faute, Atelier euro-maghrébin, patrimoine et aménagement du territoire, l'archéologie préventive. Ça, c'est une fiche qui a été faite durant la rencontre. C'est d'autres, Alias Alifi, Hervé Petitot et je ne sais plus qui sont descendus dans la journée, ils ont monté le dossier et ils ont fait une fiche et il y a eu ensuite un diagnostic. Le stage théorique et pratique de Maghreb, vous voyez ici, il y a les Marocains avec Zerlouki du CNRA, Arifi, l'archéozoologue de l'INRA. Ici, ils étaient en pleine action sur le terrain. Un Mauritanien avec un Algérien en train de faire les relevés. Et ici, les Maghrébins tous ensemble, les Méditerranéens tous ensemble. Ça, c'est à Tlemcen. Donc, on a fait une journée d'études
avec l'université de Tlemcen. Monsieur Negadi a été pour beaucoup. Et voilà, vous voyez un plan. On a fait un stage théorique et ensuite un stage pratique sur cette partie-là qui se trouvait juste à côté de l'université, là. Et on a fait des applications, c'est-à-dire trier la céramique, l'enregistrer et la dessiner. Au Maroc, chez nos amis marocains, un diagnostic et fouille archéologique préventive sur un site qu'on a appelé le site de Moulay Idriss, qui daterait du 11e, en gros. Je ne vais pas dans les détails. Et là, voici le tracé de l'autoroute et voici la partie qui a été fouillée, ici en grisé, avec ce qui a été, là il y a un système hydraulique que vous voyez ici, et une mosquée qu'on voit sur cette partie-là. Il y a eu d'abord un diagnostic, des prospections et diagnostics sur le tracé de l'autoroute ici. On avait détecté un site ici, là c'est avec nos amis marocains. On le voit ici, ça c'est après, on ne savait pas ce que c'était, mais quand on a fouillé, c'était une mosquée. Ça c'est le diagnostic mécanisé qui commence. Voilà, ça c'est des meules qui étaient dans le moulin à eau, une partie du site. Ça c'est une inscription du site dans son espace archéologie. Vous voyez les tranchées que nous avons fait ici, elles sont là. Et c'est ces tranchées qui nous ont permis de sortir tout le site. Ici, il n'y avait pas grand-chose, mais de ce côté-là, quand on a fait les tranchées, et ça, tout ce qui est en vert, c'est les impacts archéologiques, des céramiques, des bouts de mur, des artefacts qu'on a retrouvés un peu partout autour du site. Et la place des Martyrs en 2015-2016, je crois, coopération algéro-marocaine, les fouilles d'archéologie préventive. Vous avez vu la fiche technique qui avait été préparée en 2004, justement en prévention de cela. Je ne sais pas, j'ai un trait rouge là sur le. Je ne sais pas qui est-ce qu'il a mis. Non, c'est un des participants qui a touché. Voilà. S'il vous plaît, ne pas toucher l'écran. Je suis à la fin. Hein. La conclusion, c'est que nous avons des sites, des monuments grandioses, uniques au monde, classés sur la liste indicative du patrimoine universel. Certains sont en danger, le Médrasin. Il faut faire quelque chose. Et la seule solution, pour moi, je le dis et je l'ai redit, je l'ai dit depuis le début, si on ne sait pas comment est construit ce monument, on ne peut pas le restaurer. Il restera comme ça et il va dépérir. Il faut le démonter, c'est ce qu'on appelle, un terme philosophique, le destructionnisme. L'archéologue le fait. C'est pour savoir comment il a été construit. Quand Atipaza il vous parle des graffitis, etc., ils ne sont pas sur la façade du monument. Ils sont dans les blocs qu'ils ont trouvés par terre ou qu'ils ont enlevés pour remettre. Ils sont derrière, ils ne sont rarement sur le monument lui-même. Écoutez, je vous remercie pour votre patience et ça comme plus tard. Slama, merci beaucoup Zoher et merci à tous les collègues qui ont participé à cette. À bientôt. Et à la semaine merci, prochaine. Merci, Mostra.